peut avoir l'idée ou la vision qu'à la fin du XVIIIe siècle se mettent en place des systèmes politiques qui sont des démocraties version moderne, ça peut plus être Athènes, ça peut plus être la réunion d'assemblée, il faut faire autre chose. Et puis on peut suivre un grand collègue qui là s'est décédé l'année passée, Bernard Manin, qui expliquait très bien qu'au XVIIIe siècle, les pères fondateurs de la Constitution américaine aux États-Unis et une partie des révolutionnaires français ne mettent pas en place un système démocratique, mais mettent en place quelque chose d'autre, qu'on peut appeler aristocratie élective, qu'on peut appeler de plein de noms différents. Et ce que Bernard Manin a peut-être peu analysé, en particulier parce qu'il n'aimait pas du tout les référendums, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a des mouvements démocratiques, déjà pendant les révolutions, aux États-Unis et en France, de manière très claire, ensuite durant tout le 19e et tout le 20e siècle, des mouvements démocratiques qui en fait demandent de démocratiser le gouvernement représentatif. Et le référendum est un de ces outils de démocratisation. On le voit très clairement dans les revendications suisses qui apparaissent dans les années 1830, pour les plus anciennes. On le voit très clairement aux États-Unis, où ça apparaît avec, je fais une toute petite parenthèse sur le populisme, avec le mouvement populiste nord-américain, qui est un mouvement démocratique, qui est un mouvement plébéien, d'une certaine manière, des fermiers américains, essentiellement du Middle West et de l'Ouest, et qui donne, à mon sens, le vrai sens du populisme. C'est la raison pour laquelle je critique ces usages contemporains. Et puis on le voit avec quantité d'autres mouvements. Le mouvement ouvrier, par exemple. Le mouvement ouvrier suisse s'est beaucoup appuyé sur le référendum, qui était contre les Allemands, de ce point de vue-là, il était en désaccord avec la social-démocratie allemande. Mais le Parti socialiste et les syndicats suisses ont toujours défendu la démocratie directe ou le référendum. C'est la même chose d'ailleurs aux États-Unis. Le Parti socialiste américain était favorable au référendum. Et puis, vous avez une quantité d'autres mouvements, le mouvement féministe, les mouvements antiracistes, etc., qui eux aussi ont cherché à démocratiser, alors pas toujours avec l'outil du référendum, mais qui ont cherché à démocratiser les systèmes dans lesquels nous vivons. Donc, je pense que la situation française aujourd'hui le montre bien. La situation française, pour être clair, le corps civique ou le corps électoral a un moment tous les 5 ans où il peut faire valoir une voix importante qui compte, disons, c'est l'élection présidentielle. Un système qui fonctionne comme ça ne peut pas tenir à très long terme. Il faut avoir d'autres moyens. Alors, il y avait pendant longtemps les élections législatives, c'est peut-être redevenu le cas suite à la dissolution, de manière un peu étrange. Vous pouvez avoir des élections locales, vous pouvez avoir une élection européenne, et vous pouvez avoir des consultations référendaires qui permettent de fonctionner comme soupape de sûreté, d'une certaine manière, lorsqu'il faut confier la décision sur une question politique publique à l'ensemble de la population. L'idée de la soupape de sûreté, elle apparaît très rapidement en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre également, lorsqu'il s'agit de discuter des référendums, parce que dans un premier temps, évidemment, les élites politiques suisses n'étaient pas très contentes de l'introduction du référendum, mais elles comprennent assez rapidement que c'est aussi un outil qui est très utile pour faire baisser la tension sociale. C'est-à-dire que parfois elles perdent, il y a des votes qui ne vont pas dans leur sens, et ça évite d'avoir des manifestations gigantesques ou un blocage complet du système politique, et on retrouve le même type d'argument aux États-Unis et en Angleterre. Alors, l'Angleterre n'a jamais mis en place les référendums, sauf pour le Brexit, mais vous avez tout un débat à la fin du 19e au début du 20e siècle en Angleterre sur le référendum, et c'est l'un des arguments qui est utilisé, notamment par un grand constitutionnaliste anglais qui s'appelait Albert Dicey, et qui dit exactement cela. Ça permet précisément de régler un problème, faire régler un problème par la population pour éviter des données peut-être proto-révolutionnaires, et il pense en particulier aux questions liées à l'Irlande, et aussi à toutes les questions d'ailleurs liées au mouvement ouvrier. Je rebondis immédiatement sur la peine de mort. S'il y a bien une question politique, c'est la question de la peine de mort. Et si, dans la France, on montre aussi un exemple d'un Parlement qui, pendant des décennies, après la plupart des autres pays européens, a maintenu la peine de mort. Donc c'est pas le référendum qui maintiendrait contre un Parlement qui l'abolirait. On en parlait en venant. Et je rappelais que la Suisse a voté à plusieurs reprises sur la peine de mort pour l'abolir, à la fin des années 1930. La peine de mort a été abolie formellement en 1940 en Suisse. Et il y a eu confirmation de cette décision, alors de manière un peu indirecte, puisque la nouvelle constitution précise, il y a un article qui précise que la peine de mort est interdite, et donc le vote a eu lieu en 1999. À l'inverse, la Californie, qui semble être un État, une population beaucoup plus progressiste que la Suisse, a toujours refusé de supprimer la peine de mort de son code pénal, même s'il n'y a plus de peine capitale de fait en Californie, mais de droit, elle existe toujours. Donc on a les deux exemples. Et ça me permet de répondre aussi à la question du sondage.
l'immense différence entre un sondage et un référendum, c'est qu'une campagne est un référendum. C'est-à-dire, le sondage, effectivement, on téléphone aux gens en leur demandant ce qu'ils pensent de tout et n'importe quoi. Et Pierre Bourdieu a montré, je pense assez correctement, qu'en fait, un sondage, ben, on mesure quelque chose qui n'existe pas véritablement. En revanche, lorsqu'il y a une campagne qui permet de débattre d'un sujet, et s'il y a bien un sujet dont il faut débattre de manière permanente, d'une certaine manière, c'est bien la peine de mort. Et moi, je m'inquiète plutôt qu'il n'y ait pas des débats politiques sur la peine de mort et qu'on considère que ce soit complètement sorti du spectre politique. Moi, je pense que s'il y avait un vote aujourd'hui en France, la peine de mort ne serait pas réintroduite. Il faudrait un vrai débat. Alors, si Badinter était encore là, évidemment, ça aurait été une voix importante. Et je mets ma main coupée que si une initiative était proposée en Suisse pour réintroduire la peine de mort, elle ne passerait pas. C'est important de rappeler aussi pourquoi on souhaite la disparition de la peine de mort de manière régulière. J'ajoute une autre chose sur les votes compliqués, parce que évidemment, comme Suisse, j'ai vécu ça assez régulièrement. Un vote référendaire n'est jamais définitif. C'est-à-dire qu'on peut toujours revenir sur un vote. Et il y a quantité d'exemples en Suisse, aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, où on a voté à plusieurs reprises sur le même sujet. L'adhésion de la Suisse aux Nations Unies, par exemple, a dû passer par 2 référendums. Il y a eu un non dans les années 80, un oui au début des années 2000. L'introduction de certains impôts également a dû être votée plusieurs fois. La question des relations avec l'Union européenne fait aussi l'objet de référendums très, très fréquents. La question de la peine de mort dans les États fédérés américains a aussi été traitée plusieurs fois. Et donc, c'est jamais une défaite définitive. Après, il faut entrer dans le détail, puisque évidemment, si la défaite est très très large, elle est plus définitive qu'une défaite serrée. Et c'est là aussi, il faut bien comprendre le fonctionnement d'un système référendaire. Lorsque vous lancez un référendum pour attaquer une loi, par exemple, qui a été passée par le Parlement, et que la loi est refusée à 51 ou 52%, donc vous avez obtenu une victoire très serrée, c'est une demi-victoire. C'est une victoire qui est importante politiquement, mais c'est une demi-victoire, c'est-à-dire que vous savez très bien que le Parlement peut revenir avec un autre projet qui est presque le même, en bougeant juste quelques articles, pour pouvoir gagner la fois suivante, même si vous attaquez la loi par référendum. En revanche, si vous prenez 70-80% dans la figure, évidemment que là, la décision est beaucoup plus définitive. Donc c'est un jeu politique qui, comme dans un Parlement d'ailleurs, doit être jugé au cas par cas, et parfois les acteurs politiques se trompent d'ailleurs sur leur jugement. Ça arrive. Peut-être un premier point sur l'articulation avec les dispositifs délibératifs et participatifs. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Et je dirais même que le fait que les référendums soient institutionnalisés suscite la délibération, la consultation et la participation. D'ailleurs, en Suisse, au niveau national, vous avez même ce qu'on appelle des procédures de consultation avant le passage de toutes les lois. Donc le gouvernement rédige une loi, l'envoie, tout le monde peut répondre à la consultation d'ailleurs, mais c'est surtout les grandes organisations directement concernées, etc., les partis évidemment, les syndicats et autres, qui répondent, et ensuite la loi est amendée pour limiter le risque référendaire, précisément. Parce que si tout à coup vous avez une espèce de levée de bouclier de tout le monde, vous savez que vous allez au casse-pied, même si ça passe au Parlement, vous aurez un référendum et des organisations qui s'opposeront à la loi. Donc je pense qu'on peut très bien articuler les deux choses. Et d'ailleurs, aux États-Unis, quand on parle de démocratie participative, c'est toujours articulé à la démocratie directe, au référendum et aux assemblées, etc. Alors après, sur les questions compliquées, sur notamment les référendums d'indépendance, quand on fait la liste de tous les référendums qui ont eu lieu depuis 200 ans, la plupart, en dehors des États-Unis et de la Suisse, ce sont des référendums d'indépendance. Dans les moments de décolonisation notamment, mais on a plein d'autres exemples, Timor-Est, etc., où les référendums ont été organisés. Et en effet, on est toujours face à ce problème, c'est-à-dire qui c'est qui vote sur un référendum d'indépendance, sur la Catalogne, ce serait la même chose avec la Corse, Kurdistan, absolument. Et on a eu un exemple qui ressemble un petit peu en Suisse, c'était pas une sortie du territoire suisse, c'était la création d'un nouveau canton, qui est le canton du Jura, qui a été créé finalement en 1979, et là, les votes ont dû se faire en cascade. Donc on a fait voter les districts les uns après les autres, donc c'est une subdivision des cantons, c'était des districts qui appartenaient à un ancien canton, donc le canton de Berne. Les districts qui ont voté pour l'indépendance, pour la création d'un nouveau canton, formaient plus ou moins de nouveaux territoires. On a 3 qui ont voté pour, 3 qui ont voté contre. On a ensuite fait voter toutes les communes sur la frontière, pour savoir si elles voulaient rejoindre le district qui était allé dans un sens ou dans un autre. Il y a eu quelques modifications de frontières de district, si je me rappelle bien. Et ensuite, il y a eu un vote national de l'ensemble de la Suisse, puisqu'il fallait changer la Constitution, puisqu'il y a la liste des cantons dans la Constitution.
Ça s'est passé à la Suisse, ça a pris beaucoup de temps, on a beaucoup consulté. Le tout dernier vote a eu lieu il y a 2 ou 3 ans parce qu'il y avait une commune qui avait eu un résultat quasi 50-50 dans les années 70 et qui a toujours revendiqué de rejoindre le canton. Donc il y a eu un vote qui a été réorganisé. Donc c'est toujours un processus qui est assez long, mais qui évidemment demande une forme de bonne volonté de part et d'autre. Si on avait eu une communauté nationale en dehors de ce nouveau canton qui était radicalement opposé à la création d'un nouveau canton, ça n'aurait pas fonctionné. Donc le cas espagnol est compliqué, puisque manifestement le gouvernement national ne veut pas d'une Catalogne indépendante, et puis sans doute une majorité assez claire de la population. Donc dans ce genre de situation, ça se règle comme toujours dans les sécessions, c'est-à-dire non pas par référendum, mais par des moyens politiques, hélas, en général plus violents et plus directs. Mais si on veut imaginer une procédure idéale de sécession, ce serait ça. Il faudrait imaginer. Et puis après, il y a sur la Nouvelle-Calédonie, c'est évidemment le même problème. Et on a des questions qui se posent sans arrêt sur les questions locales. Là, on a une affaire qui est intéressante en Suisse sur l'enfouissement des déchets nucléaires de long terme. Ce qui se passe à Bure en France se passe, pour l'instant, la Suisse les envoie en France, puis ensuite sans doute en Russie. Et les référendums sont des référendums locaux, puisqu'il faut une autorisation de la commune pour enfouir le dernier projet, c'est dans le canton de Zurich, si je me rappelle bien, on est absolument certain que ce sera un non, parce que personne ne veut de déchets nucléaires potentiellement très dangereux dans son sous-sol. D'autant que ça ne rapporte rien. Si vous implantez une centrale nucléaire, à la limite, vous pouvez travailler dedans, mais la gestion des déchets à très long terme, ça ne va pas très bien. Et donc, en réalité, il ne pourra pas y avoir d'enfouissement de déchets à très longue durée de vie en Suisse. Mais ce qui est la conclusion politique que j'en tire, c'est qu'on ne peut pas avoir d'énergie électronucléaire en Suisse, puisqu'on ne peut pas gérer la question des déchets. On a aussi eu cette question sur les éoliennes, par exemple. Est-ce que si vous faites voter les communes sur l'implantation d'éoliennes, ça ne fonctionne pas tout? Ça a fonctionné parfois, mais pas toujours. Certaines communes ont refusé d'avoir des éoliennes sur leur territoire. Donc c'est des questions, mais comme toujours, les questions politiques et démocratiques, c'est une affaire qui est ouverte. Les débats sur l'autogestion dans les années 70 se posaient déjà. Qu'est-ce qu'on décide au niveau de l'atelier? Qu'est-ce qu'on décide au niveau de l'usine? Qu'est-ce qu'on décide au niveau d'un espace économique? Et c'est toujours une question politique, en réalité. Ouais, sur le recall, là, il faut dire quelque chose. Effectivement, les Gilets jaunes l'avaient proposé. Ça vient plutôt des États-Unis, mais là aussi, l'idée venait de Suisse au départ, mais en Suisse, c'est jamais utilisé. Le recall, ça peut backfire, comme on dit en anglais, c'est-à-dire, et la plupart du temps, c'est le cas. C'est-à-dire que vous demandez la révocation d'un gouverneur ou d'un maire ou d'un attorney général dans un État. Et puis, la plupart du temps, c'est pas accepté. Donc, en réalité, vous légitimez la personne que vous essayez d'attaquer. Donc, il faut faire très attention. Évidemment, quand l'outil est mis en place dans un premier temps, les gens se trompent en disant, voilà, le type, le gouverneur est détesté, on lance une révocation, et puis ensuite, on va pouvoir s'en débarrasser. Et puis, après quelques années d'exercice, on voit très bien que ça fonctionne pas comme ça. C'est la même chose pour le référendum. Si vous lancez un référendum contre une loi que vous voulez attaquer et que la loi est validée par la population, vous la surlégitimez. Et il nous arrive parfois ensuite de se tromper. On lance un référendum en pensant qu'on va le gagner ou que le résultat sera serré, et tout à coup on prend 60, 65, 70% dans les dents, et en réalité ça a l'effet inverse de ce que vous pensiez. Donc c'est pour ça qu'il faut une habitude et un exercice du référendum qui vous montre que c'est un outil. Alors moi généralement j'utilise une métaphore médicale en disant que c'est un peu auto-immune. C'est-à-dire que trop l'utiliser, vous n'avancez absolument pas sur vos objectifs politiques. Il faut peu l'utiliser, il faut être fréquent, parce qu'il y a une série de sujets qui sont sur la table à tout moment. Il y a beaucoup d'organisations évidemment qui ont des référendums, mais comme quand vous êtes dans un parti, dans une organisation, qu'elle soit patronale ou syndicale, vous devez faire un usage précautionneux du référendum et de la révocation évidemment. Un point sur la pêche, parce que Berlusconi avait déjà utilisé un argument. En Italie, le problème, c'est qu'il faut un quorum de participation. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous de 50% de participation, le référendum est nul. Et même si ça peut paraître être une bonne idée d'avoir une bonne participation, je pense que c'est une mauvaise idée de mettre un quorum, puisque le quorum vous permet de dire non de deux manières différentes, soit en disant non, en votant non, soit en allant effectivement à la pêche ou à la messe, ou je ne sais pas où, et donc en ne participant pas au vote. Donc ce qui est important, c'est de travailler pour une plus forte participation, et c'est-à-dire toute une série de modalités, notamment ce qu'on appelle parfois le vote obligatoire, mais en revanche sans mettre de quorum, parce que le quorum, ça fausse immédiatement le résultat du vote.
historiquement, le moment suisse en 1830 et 1860-70 et le moment américain à la toute fin du 19e siècle et les années 20, il illustre parfaitement. C'est-à-dire ce sont des moments de crise de la représentation où les gens, des fractions importantes de la population ne se sentent pas représentées. Dans le cas suisse, c'était le cas du mouvement ouvrier en particulier, puisque c'était une élection majoritaire, donc il n'y avait pas d'élus socialistes ou ouvriers dans le Parlement, et donc il y a des demandes de référendum. Même chose pour le mouvement populiste aux États-Unis et au Canada d'ailleurs aussi un peu, où là ce sont des revendications exactement du même ordre. Après, sur l'analyse de la situation suisse, je veux dire que le référendum est une manière justement de résoudre cette fameuse crise de la représentation, parce qu'en effet, on a régulièrement des exemples où vous votez, une assemblée sort des élections, et au mois de mars, les élections ont lieu en octobre-novembre en Suisse, et au mois de mars suivant, vous avez un référendum qui met en minorité l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable de voter pour quelqu'un et de voter ensuite à l'inverse de ce que dit le parlementaire en question au référendum, parce qu'on traite d'une question. Quand on élit une personne, on élit une personnalité d'une part, mais aussi toute une série de positions, mais j'imagine que vous n'avez jamais été d'accord à 100% avec la personne pour laquelle vous éliez, peut-être même seulement 20 ou 15%. Enfin, même si vous êtes d'accord la plupart du temps avec la personne que vous avez élue, il y aura toujours un sujet ou un autre sur lequel vous ne serez pas d'accord, et donc le référendum vous permet de le dire. Et ce qu'on voit régulièrement en Suisse. Au niveau national, les rapports de force en Suisse sont à peu près de 2 tiers, 1 tiers pour la droite. La gauche va être au pouvoir au niveau national, et la gauche gagne assez régulièrement des référendums. Pas sur tous les sujets, mais par exemple sur le sujet des retraites, la gauche gagne presque toujours des référendums. Donc ça signifie qu'une partie de l'électorat vote pour des gens de droite qui en fait ne les représentent pas d'une certaine manière sur la question des retraites. Sur les jurés, les questions sont un tout petit peu différentes. Je ne sais plus comment ça fonctionnait, ou ça fonctionne toujours en France pour les jurys d'assises, mais aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de jugement d'ordre juridique. Il s'agit notamment dans le Monopola, la fameuse pièce qui a été mise en scène par Sidney Lumet. Il s'agit simplement de dire si, selon l'opinion des 12 personnes, la personne est coupable ou non. C'est un jugement d'une nature un tout petit peu différente. En revanche, le point de jonction, c'est ce que Tocqueville avait déjà très bien décrit sur les États-Unis au XIXe siècle, c'est l'idée qu'il y a une compétence des citoyens ordinaires, citoyens seulement les mâles au XIXe siècle, puis des citoyennes ensuite. Et je pense que c'est lié à l'idée de la démocratie, bien évidemment. C'est-à-dire on peut juger, c'est le cas à Taille aussi, on peut juger ses concitoyens, on peut décider des questions politiques, à la fois des lois et des décisions gouvernementales. C'est-à-dire que, dans les exemples du 28 septembre, par exemple, le littéraire qu'on reçoit comme un citoyen suisse, donc vous aviez 2 lois, mais par exemple, il y a des décisions qui relèvent davantage d'actes gouvernementaux. J'ai parlé de l'adhésion aux Nations Unies ou de l'adhésion à l'Union Européenne. Bien sûr, ça prend la forme d'une loi, mais ce sont des décisions d'ordre gouvernemental, c'est une décision unique. Et évidemment, je défends cette position parce que je pense qu'il y a, si nos régimes politiques ne se reposent pas sur l'idée que les citoyens et les citoyennes ont une voix politique qui compte, eh bien, il faut changer de système. C'est-à-dire, on est dans quelque chose d'autre. C'est peut-être ce que disaient Hamilton et Madison aux États-Unis, mais c'est bien sûr plus une démocratie. Alors, sur le lancement, sans entrer trop dans les détails, la plupart des actes du Parlement peuvent être attaqués par référendum. Vous avez ce qu'on appelle un délai référendaire de 3 mois, 100 jours, et vous devez récolter 50 000 signatures, ce qui représente à peu près 1% du corps civique. Donc c'est un pourcentage qui est faible, qui est plus faible qu'aux États-Unis. Et ça, c'est l'autre point que j'aurais pu ajouter avant. Les référendums, pour être démocratiques, il faut qu'ils soient faciles à lancer. En sachant qu'il y a, ce que je disais aussi tout à l'heure, il ne faut pas en lancer tout le temps, parce que vous finissez, par fatiguer l'électorat, et deuxièmement, après, vous perdez les votes. Donc, 50 000 signatures, et ensuite, le gouvernement doit mettre ça au vote, généralement très rapidement, puisque c'est une loi qui a été votée par le Parlement, donc ça intervient dans les mois qui suivent. Je pourrais regarder le calendrier pour les votes du 28 septembre, mais je pense que le Parlement avait dû voter au début de l'année, donc à la fin de l'année, l'ensemble du corps civique vote dessus.
Pour les lois, il n'y a pas d'arrêté d'application en Suisse, donc la loi entre en vigueur, il y a une date d'entrée en vigueur qui figure dans la loi, donc là, il n'y a pas d'interprétation. Il y a un problème avec l'autre outil, c'est-à-dire que vous proposez un vote, vous proposez un texte, vous amendez la Constitution au niveau fédéral en Suisse, il faut 100 000 signatures, c'est double, et dans ce cas-là, évidemment, un article de la Constitution ne suffit pas pour savoir comment les choses vont fonctionner. La gauche, pour la première fois l'année passée, a gagné un vote pour une 13e rente de retraite, donc 13 salaires, la durée 13 rentes, c'est juste 10 lignes dans la Constitution, même moins. Donc évidemment, il faut une législation d'application, et donc le Parlement et le gouvernement sont en train de travailler là-dessus, avec de gros combats, parce qu'évidemment, tout le monde tire dans des sens différents. Il y aura peut-être un référendum à la fin, c'est-à-dire la loi d'application va être attaquée par référendum, si ce qui a été décidé par le Parlement ne convient pas aux personnes qui avaient fait de l'initiative, c'est-à-dire le Parti Socialiste pour l'essentiel. Et là, c'est une situation qui est un tout petit peu plus délicate. Mais on va voir, c'est la première fois que ça arrive sérieusement depuis assez longtemps, le fait qu'il faut une législation d'application, donc on le verra. Moi, j'étais assez favorable à ce qu'on change la Constitution et qu'on dise que le référendum est obligatoire à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de récolter des signatures, et que lorsqu'une législation d'application, suite à une victoire dans une initiative populaire, et donc passe au Parlement, eh bien, l'ensemble du corps civique doit se prononcer dessus. Mais les 50 000 signatures seront réunies s'il le faut. Je ne sais pas si ça répond à peu près à votre question, mais c'est les deux outils principaux. Et non, j'ajoute aussi quand même une toute dernière chose. En Suisse, compte tenu de la fréquence des référendums et de la légitimité du système de démocratie directe, c'est suicidaire politiquement d'essayer de contourner une décision populaire. Et donc même maintenant, alors que la droite était complètement opposée à cette 13e rente, ils sont un peu embêtés et ils savent bien qu'ils doivent la mettre en place. Donc ce qui s'est passé en 2005 en France est radicalement impossible en Suisse. Je ne sais pas ce que serait un résultat fiable, mais ce qui est absolument certain, c'est que les référendums, mais d'ailleurs n'importe quel type de fonctionnement représentatif aussi, doit s'accompagner d'une presse, de médias divers, si possible de qualité, financés par des sources diverses, avec une importance particulière pour les médias publics, évidemment, puisque sur toute une série de sujets, je pense notamment aux référendums locaux, dans les cantons suisses, vous avez souvent un journal local, donc s'il est contre le référendum ou pour le référendum, ben, ça donne une seule voix. Et souvent, le contre-pouvoir médiatique, c'est la radio ou la télévision publique qui a des bureaux régionaux, ben, comme France 3 en France, et qui peut organiser des débats un petit peu différents. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument central, qui va pas très bien en Suisse, ça va peut-être moins mal qu'en France et encore, qui va pas du tout bien aux États-Unis. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'état de la presse américaine, sans parler des radios et des télévisions. Et donc, ça signifie qu'il faut des législations sur ces questions-là. Alors, financement des médias publics, bien évidemment, financement indirect de la presse. C'est une question qui est en débat actuellement en Suisse, parce qu'évidemment, l'argument immédiat de dire on ne va pas refaire la Pravda me semble être un bon argument. Je suis très favorable à avoir des télés, des radios publiques, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir un journal public, dirigé par l'État. En revanche, on peut avoir des systèmes de financement de plein de manières différentes. La Norvège, par exemple, finance les correspondants à l'étranger, pour ne pas financer directement des gens qui critiqueraient la politique du gouvernement, mais en revanche, elle finance pour les grands journaux norvégiens des correspondants à Paris, à Washington, à Tokyo, je ne sais pas où. Et donc ça, c'est une manière de financer indirectement la presse. En Suisse, c'est plutôt les subventions pour l'envoi postal. Il y a de moins en moins de choses qui sont envoyées par la poste, mais il y en a un subventionnement qui est en train de disparaître, et ça c'est un vrai problème pour le fonctionnement de la démocratie. Ensuite, tout ne se fait pas non plus dans les médias normaux, disons, c'est-à-dire que vous avez les réseaux sociaux qui sont à la fois une source d'information et une source de désinformation, comme la presse d'ailleurs. Donc, il faut faire attention quand on discrédite les réseaux sociaux. On a quand même toute une série d'exemples, que ce soit en Égypte, en Tunisie, et dans d'autres pays où les réseaux sociaux ont servi de contre-pouvoir contre le gouvernement. Donc c'est aussi le cas parfois, avec des dérapages, bien évidemment, mais c'est aussi le cas. Et puis les campagnes se font aussi dans la rue, dans des conférences, comme ce qu'on fait aujourd'hui, à chaque campagne de vote, de votation, comme on les appelle en Suisse, vous avez des débats publics, et les gens peuvent venir s'informer, débattre, etc. Vous avez des gens sur les marchés qui demandent de voter oui ou non.
Donc, les médias ne sont pas le seul endroit où la campagne se fait, mais c'est un endroit très important, et donc il faut bien sûr s'occuper et avoir un certain nombre de politiques publiques pour maintenir des médias disons, pluralistes. Ouais, c'est comme ça que je le dirais. L'idée qu'il y a des médias neutres, ça n'a jamais existé. Mais pluraliste, ça c'est quelque chose d'absolument central, et évidemment quand on voit des milliardaires qui rachètent toute une série de médias, il y a un problème. Juste deux points à ajouter là-dessus. Le premier, en plus des archives, c'est le service de statistique nationale. C'est quelque chose d'extrêmement, absolument central dans une démocratie. Et de ce point de vue-là, la France fonctionne beaucoup mieux que la Suisse, parce que l'Office fédéral de la statistique fait vraiment du très mauvais travail. Et l'autre point, peut-être optimiste, c'est que la Suisse a plein de particularités, mais elle est notamment, je crois, le seul pays à avoir voté à 2 reprises sur les législations Covid. Parce que des référendums ont été lancés contre les législations. Les 2 fois, ça a été accepté, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la 2e fois, ça a été accepté plus largement que la première. C'est-à-dire que la politique du gouvernement, en réalité, a posteriori, évidemment, a été validée. Et le gouvernement a dû anticiper cette attaque référendaire. C'est-à-dire, dans les premières semaines, dans les premiers mois, vous savez sans doute que la Suisse était moins fermée que la France, avec quelques dégâts sanitaires, quand même. Notamment dans la 2e vague du Covid, la Suisse était, je crois, la championne d'Europe du nombre de morts, de surmortalité. Mais en sachant très bien qu'il y aurait une attaque référendaire et que donc il ne fallait pas mettre de mesures trop sévères. Alors, la situation n'a pas été catastrophique, ce n'était pas les États républicains américains ou certains pays, je ne sais pas, la Suède dans les premières semaines, mais évidemment que la politique, disons, de mitigation du Covid était moins sévère en Suisse qu'en France ou en Italie. Alors, merci de le dire. Alors, c'est toujours la même chose quand je parle du référendum en Suisse. Je suis critique quand j'en parle à l'extérieur. Je suis un petit peu moins parce qu'il faut déjà avancer contre toute une série de préjugés anti-référendaires. Sur les 2 points, alors sur les votes progressistes et conservateurs, donc le tableau est un peu plus nuancé parce que les dégradations du service public, par exemple en Suisse, ont été combattues par référendum avec succès à plusieurs reprises. Je vous rappelle le vote de 2002 contre la libéralisation du marché de l'électricité, la gauche avait gagné. C'était une immense victoire, et la Suisse est le seul pays européen à ne pas avoir libéralisé son marché de l'électricité. Même chose sur les retraites, où il y a eu des refus répétés quand même de dégradation. Et puis l'autre grand exemple, c'est l'écologie, où depuis les années 70 en tout cas, on a toute une série d'exemples assez intéressants de votes plus écologistes de la population suisse que du Parlement. L'interdiction des OGM, le moratoire nucléaire, les transversales alpines, c'est-à-dire le transfert de la route au rail du fret, le transport de marchandises, plus toute une série de décisions. Je parlais des éoliennes tout à l'heure. Donc voilà, disons, le tableau est un tout petit peu plus nuancé, même si c'est bien que dimanche de votation soit toujours un peu douloureux en Suisse. On gagne assez rarement quand on est à gauche. Mais il y a quand même un certain nombre de votes là-dessus. Et sur la participation, alors là, c'est une question qui est plus compliquée. Les collègues de l'Université de Genève avaient fait une analyse qui est difficile à faire, mais pour compter le nombre de personnes qui votent au moins une fois durant une législature, donc, durant 4 ans, et ils arrivaient à un taux entre 80 et 90%. Donc c'est un taux très élevé de participation, alors pas à tous les votes, mais au moins un vote. Ce qui signifie que le taux de participation est très variable en Suisse. On l'a vu d'ailleurs sur le dernier vote sur les retraites, où le taux de participation a atteint presque 60%, si je me rappelle bien. Par contre, vous avez des taux tout à coup qui descendent à 30%, mais ça fait quelques années que c'est plus arrivé. Et ce qui est important, c'est que les gens qui sont intéressés par le vote vont se déplacer le jour du vote, un vote par correspondance, et que ça dépend très sérieusement de l'intensité de la campagne, et donc du caractère serré ou non du vote. Ce qui est en fait, les gens se déplacent quand c'est vraiment important de se déplacer. Si le vote est serré, c'est-à-dire si sa voix a plus d'importance, d'une certaine manière, là aussi, c'est un fonctionnement qui n'est pas trop catastrophique. Et puis, le dernier argument, c'est que si les gens s'inquiètent vraiment du taux de participation, on a le canton de Chafouz, qui est un vote obligatoire, qui est toujours 20 points au-delà de la participation de tous les autres cantons. C'est 5 francs d'amende, 5 ou 6 francs d'amende par date ratée, donc c'est pas gigantesque, ça donne une incitation à aller voter, et vous pouvez très bien voter blanc. Enfin, vous pouvez dire, moi ça m'intéresse pas du tout, je mets un bulletin blanc dans l'urne, mais je renvoie mon enveloppe. Et le taux de vote blanc n'est pas très élevé à chaque fois. Donc il y a une solution qui existe.
Alors ça, c'est une question qui est compliquée. Les États-Unis seraient plutôt une confirmation, puisqu'en effet, il y a une tradition hegelienne qui est assez claire, et le mouvement progressiste du début du XXe siècle a mis en avant un certain nombre de choses, notamment dans l'éducation. L'éducation américaine a été démocratisée bien avant toutes les autres. L'exemple suisse fonctionne un peu moins bien, mais ce que j'indiquerais, c'est que, disons, les les campagnes référendaires sont des moments de discussion. Alors, hier, au dîner, on parlait d'une anecdote qui m'est arrivée, j'étais dans le train, puis des personnes en face de moi étaient en train de voter, puisqu'on vote par correspondance en Suisse, donc on remplit son bulletin de vote pas dans l'isoloir. Et puis je me suis invité dans la conversation. Je leur ai dit, ils hésitaient sur des questions, puis je leur ai dit, on peut peut-être en discuter pendant un petit moment. Mais c'est des discussions qui ont lieu dans les familles, c'est des discussions qui ont lieu à l'école, avec ses collègues, etc. Donc il y a une forme de débat public qui se met en place au moment d'un référendum. Mais ce que vous avez vu en France en 2005, c'est clairement, j'étais en France à ce moment-là, je me souviens très bien que les discussions fusaient absolument partout. Et donc c'est un très bon outil de démocratisation. Après, je n'ai jamais défendu le fait que le référendum ne peut se mettre en place qu'à la toute fin de la démocratisation la plus aboutie des sociétés, parce que si on défend cette position, il n'y aura jamais de référendum nulle part. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que c'est aussi une cause de démocratisation, et que je ne pense pas du tout que ce soit lié à un génie suisse, ou un génie américain, ou un génie uruguayen, mais que n'importe quelle société dans le monde peut mettre en place un référendum. Après, j'ai donné quelques conditions. C'est évident que si vous avez un taux d'analphabétisme de 80%, c'est un peu compliqué de mettre en place des référendums, mais on a des exemples quand même, on peut imaginer des systèmes un peu différents. On peut imaginer des systèmes d'oralité, par exemple, pour les votes. On sait aussi, au XIXe siècle, dans certains endroits aux États-Unis, il y avait pas mal d'illettrés, et des gens votaient parfois, on touchait le crayon simplement, on mettait une croix. Il y avait des modèles pour faire cela. Donc voilà, mais je pense qu'il faut vraiment se sortir de l'idée que c'est lié à un génie culturel, à un génie national particulier.